Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Constellation. Par le passé, j'ai consacré une émission au poète de langue allemande Paul Celan. Dans son poème Todesfuge, fugue de mort, il écrivait, je le cite, « Lait noir de l'aube, nous te buvons la nuit, te buvons à midi, la mort est un maître d'Allemagne, nous te buvons le soir et le matin, nous buvons et buvons. » Ce lait noir au goût de fiel et de sang aura eu raison de Paul Celan, qui se jettera dans la Seine dans la nuit du 19 au 20 avril 1970, probablement du pont Mirabeau. Son œuvre est venue battre en brèche l'injonction, trop souvent isolée de son contexte, du philosophe Théodore Adorno, qui disait « Écrire un poème après Auschwitz est barbare ». Qu'en est-il alors lorsqu'un autre poète, de langue allemande elle aussi, Nelly Sachs, viendra contredire tout au long de son œuvre le quasi-anathème d'Adorno. Shoah, la douceur des voyelles qui chuintent, paraît si éloignée de toute violence. Le lien entre les deux poètes, Sachs et Celan, est d'autant plus manifeste que non seulement une correspondance viendra entretenir leur lien d'amitié et d'estime, mais encore que leurs disparitions seront quasi concomitantes. On l'a dit, Celan se suicide en avril 1970, Nelly Sachs meurt à Stockholm un mois plus tard, le 12 mai de cette même année. Je dis « le poète Nelly Sachs » puisque le critique Jean-Yves Masson, qui préface l'édition de poche NRF Poésie Gallimard d'une grande partie de l'œuvre, sous le titre « Exode et métamorphose », ce critique donc précise dans une note, je le cite, « Après mûre réflexion, nous n'avons pas voulu employer dans cette préface le mot « poétesse », trop condescendant, ni mettre au féminin le mot « poète », comme on le fait parfois aujourd'hui, au mépris de l'usage. En latin, le mot « poeta » est masculin, mais se décline au féminin. Cette union symbolique convient bien pour désigner une vocation qui n'est en soi ni masculine ni féminine, mais dont quelques hommes et femmes d'exception sont les dépositaires, au-delà de toute assignation de genre. Cette note a aussi le mérite, à mes yeux, de vilipender l'écriture inclusive et autres féminisations qui abattardissent la langue française. Jean-Yves Masson précise encore, à propos des 4 recueils qui composent l'édition que j'ai nommée, 4 recueils qui sont ainsi divisés et titrés « Dans les demeures de la mort », Éclipse d'étoiles, et personne n'en sait davantage, et enfin Exode et métamorphose qui donne son titre général au recueil. Je cite donc un fragment de la préface. « L'incontestable unité des 4 premiers ouvrages justifie qu'on les regroupe. Ils racontent l'histoire d'une voix, l'histoire d'un poète qui a voulu s'effacer derrière sa voix. On l'entend d'abord s'élever dans la nuit de l'histoire, pleurer les morts, dire la déréliction la plus absolue, rencontrer sur son chemin les sources de lumière de la tradition juive qui lui servent de guide dans sa nuit pour, à la fin du dernier poème, laisser la nuit reprendre possession d'elle. » Ajoutons, avant de lire certains des poèmes de Nelly Sachs, qu'en 1939, alors qu'elle est âgée de 48 ans, son amie Gudrun Harlan
elle se rend en Suède et intercède auprès de Selma Lagerlöf et du prince Eugène, frère du roi, pour que Nelly Sachs et sa mère puissent y trouver asile. Et le 16 mai 1940, Nelly Sachs et sa mère arrivent par avion à Stockholm. Stockholm, une ville qu'elle ne quittera plus, exception faite d'une seule journée de retour en Allemagne dans les années 1960, pour y recevoir un prix et pour rencontrer enfin le poète Celan avec qui elle a correspondu. Enfin, certains des poèmes évoquent le fiancé mort, notamment dans la section intitulée précisément « Prière pour le fiancé mort ». Voici ce qu'une note précise. Nelly Sachs n'a jamais révélé le nom de l'homme dont elle était tombée passionnément amoureuse à 17 ans, avec qui toute union s'était avérée impossible et qu'elle considéra toujours comme l'unique amour de sa vie. Elle a jalousement protégé son secret et nul, sauf sa mère, n'a jamais eu connaissance de l'identité du bien-aimé. Elle semble ne l'avoir jamais complètement perdu de vue. Il figure en tout cas parmi les victimes du nazisme et selon une confidence de Nelly Sachs à Walter Berenson, il mourut en véritable martyr dès avant le départ de celle-ci pour la Suède, bien qu'elle n'ait appris la nouvelle que fin 1942 ou début 1943. Les termes qu'elle emploie pour caractériser cette mort peuvent laisser penser qu'il fut exécuté pour activité subversive. Je vais lire tout d'abord le poème liminaire du recueil qui ouvre la première grande section et qui porte le titre « Ton corps en fumée à travers les airs ». Je vais le lire dans la traduction française comme tous les autres poèmes, mais je ferai entendre immédiatement après sa version lue par un récitant dans la langue allemande. Oh, les cheminées, sur les demeures de la mort, ingénieusement pensées, lorsque le corps d'Israël, réduit en fumée, partit à travers les airs, qu'un astre le reçut, ramoneur, et devint noir, ou bien était-ce un rayon de soleil? Oh, les cheminées, chemin de liberté pour la poussière de Jérémie et de Job, qui vous inventa et pierre sur pierre construisit ce chemin pour ceux enfuis en fumée. Oh, les demeures de la mort, instaurées avenantes pour l'hôte de la maison qui d'ordinaire fut en invité. Ô vous, doigts, au seuil, posant la traverse, tel un couteau entre vie et mort. Ô vous, cheminée, ô vous, doigts, et le corps d'Israël en fumée à travers les airs. O die Schornsteine, auf den sinnreich erdachten Wohnungen des Todes, als Israels Leib zog aufgelöst in Rauch durch die Luft. Als Essenkehrer ihn ein Stern empfing, der schwarz wurde, oder war es ein Sonnenstrahl? O die Schornsteine, Freiheitswege für Jeremias und Hiobs Staub. Wer erdachte euch und baute Stein auf Stein den Weg für Flüchtlinge aus Rauch? O die Wohnungen des Todes, einladend hergerichtet für den Wirt des Hauses, der sonst Gast war. O ihr Finger, die Eingangsschwelle legend wie ein Messer zwischen Leben und Tod.
ihr Schornsteine, o ihr Finger und Israels Leib im Rauch durch die Luft. J'ai précisé que l'édition utilisée forme, pour ainsi dire, une sorte de quatuor. Du reste, Nelly Sachs était éminemment musicienne. Quatuor donc divisé évidemment en 4 sections, et je vais lire quelques-uns des poèmes de la première section qui portent le titre « Dans les demeures de la mort ». Un premier poème qui porte le titre « Un enfant mort parle ». La mère me tenait par la main, puis quelqu'un a levé le couteau de l'adieu. La mère a dégagé sa main de la mienne pour que je ne sois pas atteint. Mais elle, doucement, a touché encore une fois mes hanches et sa main alors a saigné. De ce moment, le couteau de l'adieu m'a coupé en deux, l'a bouché dans la gorge. Il a surgi avec le soleil, dans le crépuscule du matin, et s'est mis à s'aiguiser dans mes yeux. Dans mon oreille, vents et eaux s'affûtaient, et toute voix de consolation enfonçait des aiguilles dans mon cœur. Quand on m'a mené à la mort, à l'ultime instant, j'ai senti encore le geste qui retirait le grand couteau de l'adieu. Un autre texte, toujours dans la même section. Mains des jardiniers de la mort, vous qui des camomilles en berceau, prospères dans les rues de terre, où le long de la pente avez cultivé la mort, monstre des serres de votre industrie. Mains brisant le tabernacle du corps, happant, carnassière de tigre, les signes des secrets. Mains, que faisiez-vous lorsque vous étiez mains de petits enfants? Teniez-vous un harmonica, la crinière d'un cheval à bascule? Avez-vous, dans l'obscurité, saisi la jupe d'une mère, montré un mot dans le livre de lecture? Était-ce Dieu, peut-être, ou homme? Oh, toi, main qui étrangle, ta mère était-elle morte? Ta femme, ton enfant? Que tu n'aies plus que la mort dans tes mains? Dans ces mains qui étranglent?
un autre poème toujours dans la même section. Mais peut-être Dieu a-t-il besoin de la nostalgie? Où demeurerait-elle sinon, elle qui, de baisers, larmes et soupirs, emplit les espaces secrets? Peut-être est-elle l'invisible royaume terrestre où poussent les racines incandescentes des étoiles? Et cette voix radiante qui, par-delà les champs de la séparation, appelle aux retrouvailles? Ô mon bien-aimé, peut-être notre amour a-t-il déjà enfanté des mondes au ciel de notre nostalgie, comme notre souffle qui inspire et expire et construit un berceau pour la vie et la mort? Nous deux, grains de sable, ténébreux d'adieu, égarés dans le secret d'or des naissances, et peut-être déjà embrasés d'étoiles, lune et soleil à venir. On aura compris que ce poème est dédié, pour ainsi dire, aux fiancés morts dont j'ai parlé dans l'introduction. Ensuite, un poème assez court. J'ai vu un lieu où se dressait un foyer. J'ai aussi trouvé un chapeau d'homme. Oh, mon aimé, quel sable porte trace de ton sang! Le seuil, il est sans porte, prêt au franchissement. Ta maison, mon aimé, je le sens, est enfouie sous la neige de Dieu. À présent, toute une série de ce que Nelly Sachs nomme épitaphes inscrites dans les airs. Chaque épitaphe désignera un état particulier et chaque état sera suivi des initiales de la personne à propos de qui ces épitaphes sont écrites. Première épitaphe, l'inquiet, entre crochets, K, F. Toutes les routes étaient de plus en plus étroites. Qui te traquait? Tu n'arrivais jamais au but. Comme un qui joue de l'accordéon, toutes à nouveau s'écartèrent, car dans l'œil non plus, il n'y a pas de savoir. Dans les lointains bleus s'en vont montagnes, étoiles et allées de pommiers. Des moulins à vent scandent le temps tels des horloges, jusqu'à ce qu'il efface les traces. Autre épitaphe, le marionnettiste, entre crochets, K.G. Le vaste monde était venu à toi en petit, avec du sable dans les souliers et les lointains sur les joues. Tirant les fils du soleil, tu le ramenas et il se reposa sur la borne de ta route. L'hirondelle bâtissait son nid dans les cheveux d'Elia jusqu'à ce que la nostalgie l'emporte au ciel. Le fossoyeur, creusant à la recherche de l'énigme, trouva une vierge dans le soir des roses. Sourires et pleurs, le couple gémellaire tenta de s'unir dans l'amour. Ainsi la terre dansa la ronde avec sa musique d'étoiles sur ta main, jusqu'à ce que, abandonnée, elle se taise. Et enfin,
une autre et dernière épitaphe intitulée « La noyée » entre crochets A-N. Toujours, tu cherchais la perle perdue au jour de ta naissance. Possédée, dépossédée, musique de la nuit dans les oreilles. Âme lavée par les océans et qui plonge jusqu'au fond. Des poissons, anges des profondeurs, brillent dans la lumière de ta blessure. Une autre section du recueil porte le titre « Chœur après minuit », chœur au sens musical du terme. Il y a donc plusieurs titres, chœur des rescapés, chœur des migrants, chœur des ombres, chœur des consolateurs, chœur de ceux qui ne sont pas nés. Je voudrais lire le chœur intitulé « Chœur des rescapés ». Nous, les rescapés, dans les ossements desquels la mort tailla ses flûtes, sur les tendons desquels la mort déjà frotta son archet, la musique mutilée de nos corps poursuit sa complainte. Nous, les rescapés, devant nous, dans l'air bleu, continuent de pendre les cordes nouées pour nous. Les horloges continuent de se remplir des gouttes de notre sang. Nous, les rescapés, les vers de la peur continuent de se repaître de nous. Notre astre est enterré dans la poussière. Nous, les rescapés, vous supplions, montrez-nous lentement votre soleil. À votre pas, conduisez-nous d'étoile en étoile. Laissez-nous tout bas réapprendre la vie. Sinon, le chant d'un oiseau, l'eau, dans le seau, à la fontaine, pourrait faire se rouvrir notre douleur mal scellée et nous emporter avec l'écume. Nous vous supplions, ne nous montrez pas encore un chien qui mord. Il se pourrait que nous tombions en poussière, sous vos yeux, tombions en poussière. Qu'est-ce donc qui tient ensemble notre trame? Pauvres de souffle désormais, nous, dont l'âme
du fond de minuit, s'enfuyait vers lui, bien avant qu'on ne sauve notre corps dans l'arche de l'instant. Nous, les rescapés, nous serrons votre main, nous reconnaissons votre œil, mais seul l'adieu nous maintient encore ensemble, l'adieu dans la poussière nous maintient ensemble avec vous. Un autre poème plus court intitulé « Cœur des ombres ». Nous, les ombres, ô nous, ombres, ombres des bourreaux, rivés à la poussière de vos méfaits, ombres des victimes, sur un mur traçant le drame de votre sang. Ô nous, phalènes mortuaires désemparés, capturés sur une étoile qui, tranquillement, continue de brûler quand nous devons danser dans les enfers. Nos marionnettistes ne savent plus que la mort. Nourrice dorée qui nous fait boire à une telle désespérance, détourne ta face, ô soleil, afin que nous aussi sombrions. Ou laisse-nous refléter les doigts d'un enfant levé en joie et le bonheur léger d'une libellule au-dessus de la margelle. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre d'abord le récitant Fritz Stavenhagen qui a lu un poème en allemand, un poème de Nelly Sachs intitulé « Ton corps enfumé dans les airs ». Ensuite, vous avez entendu une pièce d'Ernest Bloch, « Prayer for Violoncello and Harp ». Ensuite, du clarinettiste Jora Fedman, une pièce intitulée « Nigun ». Et enfin, vous avez entendu un court extrait du Kaddish, la prière des morts, interprété par la violoncelliste Sonia Wider-Asserton. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.